Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce soir pour cette table ronde consacrée au sujet de la neurodiversité et de l'alternance. Avec Lucas, qui nous faisons régulièrement ces événements pour essayer de parler autour de l'emploi et de la neurodiversité. Et donc ce soir, on a choisi ce sujet parce que c'est printemps et que c'est le moment où les étudiants, les personnes recherchent leur alternance. On a pensé que c'était intéressant de se pencher là-dessus. Dans un premier temps, Antigone, qui est à ma droite, va vous présenter les résultats de ses travaux. Donc Antigone a fait un stage. Elle est en M1 de sociologie et de transformation des organisations. Et donc, elle a fait un stage en janvier et février avec Lucas, Aki et moi-même, justement sur un sujet de la neurodiversité et la alternance. Elle a fait une recherche bibliographique et ensuite, elle a fait passer un questionnaire et des entretiens sur lesquels elle a eu des résultats et des conclusions à nous présenter ce soir. Et ensuite, nous aurons 4 contributeurs pour parler du sujet. Je les présenterai à ce moment-là. Voilà. Antigone, nous écoutons. Alors, moi, j'ai fait dans un premier temps passer un questionnaire. Avec le petit questionnaire, on a obtenu 29 réponses. La méthode de passation, c'était principalement via des affiches dans des facs, dans des écoles, ainsi que sur LinkedIn, grâce à un lien. Donc, on a eu 29 réponses au questionnaire. J'ai ensuite mené 9 entretiens approfondis. Et ce qui nous sort principalement du questionnaire puis des entretiens, c'est déjà le chiffre impressionnant que 82% des aménagements pour les traitements sont initiés par les alternants eux-mêmes et non pas par l'employeur ou par le RH. Cette réalité, ça révèle un déséquilibre pour la prise en charge proactive des besoins des alternants neuroatypiques. Ensuite, un alternant sur deux juge que que les aménagements mis en place sont soit trop difficiles d'accès, soit inadaptés. Et plus d'un sur trois les reçoivent trop tard pour en bénéficier pleinement. 76,9% des étudiants sont en surcharge sensorielle ou connective. 73,1% disent se ressentir de la fatigue, un burn-out, saturation émotionnelle. Et 59,6% témoignent des effets positifs constatés une fois des aménagements mis en place. Donc tout ça, ça souligne l'urgence réelle qui est mise en place du poste et proactif des aménagements avant que la souffrance ne s'installe. Euh, donc, quand on demande aux étudiants ce qu'il aurait fallu faire différemment, euh, ce qui ressort principalement, c'est déjà d'anticiper le diagnostic et la RPTH. Euh, je cite, avoir un RPTH plus tôt pour me permettre davantage de choses en place, notamment le volume horaire. Donc ça se vraiment surtout au manque de diagnostic à l'âge adulte. C'est très compliqué d'y avoir accès. Ne pas attendre que l'alternant propose dans un second temps. Je cite un alternant, que mon manager ne m'attende pas que je pose des idées d'aménagement. Plusieurs alternants témoignent vouloir être accompagnés, vouloir peut-être avoir de l'aide dans l'aménagement de choses pour prévenir l'exclusion et souvent l'aménagement mis en place, c'est notamment le télétravail et un étudiant concerné. Ne pas oublier sur une liste, je n'ai été invitée à aucune réunion spéciale. C'est-à-dire que l'entreprise lui a certes proposé du 100% de télétravail, ce qui a permis à cet étudiant d'éviter des charges émotionnelles, du burn-out, comme on a pu le voir précédemment, sauf qu'il s'est trouvé pleinement isolé, puisque sa formation était également en distanciel. Donc, il s'est trouvé une de tout lien social. Puis, enfin, respecter les engagements initiaux. Mon employeur n'a pas tenu ses engagements télétravail promis pour son open space non prévu.
C'est-à-dire souvent, sur les annonces d'emploi, les offres d'emploi ont tendance à mettre certains employeurs des jours de télétravail, des aménagements possibles, l'entreprise comme très accueillante et en fait, la réalité du terrain n'est pas possible. Si le télétravail pour les alternants n'est pas possible dans une entreprise, tous disent qu'il aurait fallu dire des s'y préparer. Donc, les besoins concrets identifiés ensuite par les alternants, on relève 5 leviers d'action prioritaires. En numéro 1, on trouve les aménagements d'horaires flexibles. Beaucoup disent qu'ils sont souvent du mat à être à l'heure, à se lever le matin, à se connecter. Et en fait, beaucoup demandent à ce que, par exemple, je commence mon télétravail à 10h, puis tu termines à 18h au lieu de faire 9h, 17h. Un petit changement qui pourrait aider beaucoup et éviter beaucoup par rapport au retard. Ensuite, les environnements sensoriels. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui en open space et c'est difficile de changer ça, d'être dans un bureau seul, juste en alternant. Mais ça peut être, ce souci peut être résolu d'une manière simple, c'est-à-dire porter des écouteurs qui font silence, porter un casque anti-bruit. Ensuite, une communication plus claire entre le manager et les alternants. Beaucoup de personnes avec du neurodéveloppement, de la neuroéthique, ont du mal à comprendre les sous-entendus, second degré, le sarcasme, tout ça. Donc, montre clair, direct et précis lors de la transmission d'informations. Ensuite, un suivi médical précoce. Beaucoup d'alternants se plaignent que leur rendez-vous de médecine du travail soit arrivé seulement 8 ou 9 mois après le début de leur formation, ce qui est vraiment énorme. Et dans de nombreux cas, c'est la médecine du travail seulement qui a le pouvoir de mettre en place ces aménagements. Donc, juste pas normal que malgré les ANPH, donc la médecine du travail se trouve placée des mois après leur. Et ensuite, le dernier besoin, ce serait de la formation des managers. Donc, des étudiants se sont confrontés à des managers qui ne connaissaient absolument pas la troupe, qui se trouvaient beaucoup de préjugés, et donc à des notions discriminantes. Ensuite, un peu positif dans tout ça, qu'est-ce qui a fonctionné, quelles ont été les bonnes pratiques pour un premier est plus facile à mettre en place généralement le télétravail flexible, c'est-à-dire du distanciel, soit quelques jours par semaine, soit en 100% de distanciel dans les universités. Même sur la FITH, la tâche est difficile à obtenir, elle n'est pas accessible à tous. Car avec le télétravail, ça permet surtout d'éviter les trajets jusqu'à la maison. Le plus souvent, les alternants consultent sensoriel, ce qui fait qu'une fois sur leur poste de travail, ils ne sont pas capables de travailler correctement. Ensuite, dans un tendance qui marche, c'est le management bienveillant, le management horizontal avec des points réguliers, une confiance mutuelle, le droit de s'exprimer sans risque. Suite, on l'a dit précédemment, mais les outils sensoriels acceptés, les shitgels qui ne font pas de bruit, les casques anti-bruit, toutes sortes de choses, les chaises adaptées pour certaines personnes. C'est pas grand chose, mais ça permet vraiment de mieux suivre la performance. Et enfin, la réactivité institutionnelle, autant l'école qu'à l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être laissée seule, avoir un rendez-vous de la médecine du travail le plus vite possible, avoir des points réguliers et être l'écoute. Ensuite, j'ai relevé quelques citations par les alternants, puisque n'étant pas moi-même alternante, je ne peux pas parler à leur place. Avec alternante, je dis 10 ans, je suis forcée de travailler et de masquer pour décrocher un emploi. Donc, pas personne ne viendra m'aider, autant que je ne compte sur rien. Quand je lui demande pourquoi elle ne souhaite pas avoir d'aménagement. Là, on a le cas d'une personne qui a une expérience avec l'école, mais une très mauvaise avec l'entreprise. Donc, mon école a été réactivée à l'écoute.
la format pédagogique a anticipé mes besoins, que je n'avais pas à formuler, ça a été mis en place dès le lendemain. Et enfin, une troisième personne qui a eu accès au télétravail très facilement. Le télétravail m'a aidé à éviter le trajet et toutes les difficultés que cela entraîne, ça a permis de me réguler. Euh, donc ensuite, les priorités les plus élevées, bon, là, ce serait agir tôt avec les visites médicales dès l'embauche, proposer activement des aménagements, et ensuite les priorités faibles, ce serait former les managers, ça prend du temps, et surtout tenir les engagements sur la durée, que ce ne soit pas repris quelques mois après ou quelques mois avant la fin, parce que ça marche, donc on a plus de temps. Ça malheureusement bien trop souvent. Donc, en conclusion, l'alternance en situation de handicap, elle ne peut pas reposer sur la résilience de l'équipement, c'est un engagement partagé, l'employeur, l'école, la médecine du travail, les managers. Donc, en conclusion, pour les RH principalement, il faut anticiper les rendez-vous médicaux, mais formaliser les aménagements dès l'embauche. Pour les managers, il faut se former, proposer activement, ne pas laisser l'alternance seule face à ses besoins. Et pour les écoles, assurer la continuité des aménagements entre la formation et les entreprises. Merci beaucoup, Antigone, pour ce retour. Donc, on a entendu un peu la parole des alternants. On voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Ce qu'on sait aussi, c'est quand même que même quand il y a une situation de handicap, l'alternance reste vraiment un tremplin vers l'emploi. Et donc, on se dit que ces retours-là sont vraiment importants. Donc, on va passer à la table ronde avec les 4 intervenants. Donc, j'ai à ma droite Laurence Larreau, qui est référente handicap pour l'école d'ingénieurs Essier Paris, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Donc, Laurence, tu me diras, tu accompagnes régulièrement les jeunes qui sont en alternance, situation de handicap. Ensuite, nous avons Christelle Caillé, qui est à Toulouse et qui est référente handicap, responsable de la mission handicap à Toulouse pour Capgemini Engineering, et qui œuvre beaucoup pour la neurodiversité chez Capgemini et qui travaille beaucoup avec les RH et l'accompagnement et les collaborateurs concernés, alternants ou pas alternants, et avec qui j'ai grand plaisir à travailler avec. Ensuite, Dylan Drouet, qui représente le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément le dispositif Neurosource. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis 5-6 ans, que nous dira Dylan, qui s'appelait au départ Indispensable et qui s'est élargi aux troubles neurodéveloppementaux. Et l'objectif du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, c'est d'accompagner des alternants, d'accompagner les entreprises et d'accompagner les organismes de formation qui les prennent en charge. Et notre dernière intervenante, c'est Sophie Robin, qui est présidente de l'association Alada à Montpellier, qui est également conseillère d'orientation indépendante et ex-référente handicap de chez Dell. Et aujourd'hui, elle assure accompagnement des jeunes neurodivergents qui sont orientés par la mission locale afin d'éviter les ruptures de parcours, emploi, formation, santé, autour de l'orientation, de la confiance en soi et des compétences psychosociales, et qui accompagne donc régulièrement des jeunes vers l'alternance. Donc, on a une vision 360 autour de l'alternance sur les rôles de chacun, entreprise, école, dispositif d'accompagnement, personnes qui font l'accompagnement. Pour commencer, petite question introductive. Qu'est-ce que la neurodiversité apporte aux entreprises? Je vais commencer à m'adresser à toi, Christelle, parce que tu es la représentante grande d'une entreprise. Qu'est-ce que la neurodiversité apporte à Capgemini Engineering? Ok, bon, déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous, pas en présentiel, mais en tout cas par le biais de nos superbes outils qui nous permettent d'échanger ensemble. Moi, je suis effarée par la restitution qu'a fait Antigone, parce que nous, dans l'entreprise, on a plus ces problèmes-là parce qu'on a su mettre des choses en place. Et c'est bien dommage
qu'il y a encore des alternants qui subissent ce genre de problématiques. Bon, en tout cas, nous, chez nous, on essaye de faire au mieux. On fait au mieux, voilà. À ta question, Cécile, bah, déjà, qu'est-ce qu'elle apporte? Bah, elle apporte, enfin, elle contribue directement à la qualité de nos projets, hein. Capgemini, c'est une société, de consultants. Bon, je veux pas prendre, trop de temps à la présenter, mais en tout cas, nous, voilà, on nous confie des projets, on a des grands clients et puis, on doit mener ces projets à bien. Et les alternants, alors plus généralement, les profils TND, hein, parce que les alternants sont des sont des collaborateurs avec on va dire, un statut un peu particulier puisque c'est un CDD plutôt qu'un CDI, mais en tout cas, nous, dans l'entreprise, on les accompagne comme si c'était des collaborateurs, heu, en durée indéterminée. Et bah, ils apportent une façon différente de comprendre les problèmes. Ça enrichit énormément les équipes, hein. Et puis surtout, ça oblige l'entreprise à revoir ses modes d'accompagnement et finalement, tout le monde y gagne. Voilà donc elle apporte, enfin de mon point de vue, hein, 3 choses, qui sont quand même essentielles. Bon, j'ai un petit twist, hein, parce que pour ne pas perdre le fil, mais moi, j'ai noté d'abord une richesse cognitive incroyable, hein, des façons différentes de penser, de résoudre les problèmes, bah, de repérer des détails, au contraire, de prendre du recul. C'est aussi, et dans nos sociétés, c'est important, un levier d'innovation, hein. On croise des modes de raisonnement, différents dans une équipe, on ouvre des perspectives qu'on n'aurait jamais imaginées, et enfin, bah, la neurodiversité, bah, elle oblige l'entreprise à rendre ses pratiques plus inclusives, hein. Donc, clarifier des consignes, structurer l'accompagnement, sécuriser les temps d'apprentissage. Bon, bah, c'est tout bon pour un alternant, neurodivergent et puis ça bénéficie à toute l'équipe finalement. Donc chez nous, ben, plutôt chez Capgemini, on accompagne des collaborateurs et des alternants, qui sont neurodivergents et je constate que lorsqu'on crée les conditions, pour qu'ils s'épanouissent, ben, on améliore la qualité du travail collectif, en fait. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet. Merci Christelle. Et moi, ce que je voulais dire, je peux témoigner. L'année dernière, j'ai été amenée à accompagner un stagiaire neurodivergent chez Capgemini Engineering. Et c'était très précieux pour lui parce que quelque part, c'était une entrée dans le monde du travail, mais avec un soutien. Donc, c'était super pertinent. Et là, je passe à toi. Déjà, est-ce que tu peux rapidement nous dire pourquoi le BD focal neuronal s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour les alternants neurodivergents et les entreprises qui les accompagnent, et ensuite nous dire ce que tu penses que la neurodiversité apporte aux entreprises. Oui, pas de souci. Et merci beaucoup pour l'invitation également. Bah, je rejoins un petit peu ce qui a été dit par Christelle. Elle l'a très bien dit, elle l'a très bien expliqué. Nous, c'était l'un des sujets sur lequel on s'est intéressé, notamment lorsque le PIC a été déployé, donc le plan d'investissement des compétences, à partir de 2019. L'idée du PIC, c'était vraiment de trouver des moyens pour accompagner des personnes qui peuvent être un petit peu invisibilisées dans l'emploi et se retrouver dans des situations un petit peu de difficulté. Donc, on a souhaité créer Indispensable à l'époque, DYS. Évidemment, c'était un petit jeu de mots. Et c'était avec l'envie de rendre visible un petit peu ces profils qui sont invisibles. On le sait peut-être tous autour de la vieux, mais certaines personnes ne le savent pas. Les handicaps invisibles, c'est à peu près 80% de personnes qui sont concernées. Donc, c'est-à-dire, c'est la grande majorité en fait des handicaps. Et des fois, on a un petit peu besoin de déconstruire le propos sur le sujet, puisqu'on a toujours l'impression que le handicap, c'est plutôt des handicaps plutôt physiques, mécaniques, et qui sont en réalité visibles, alors qu'en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, nous, on souhaitait, dans un premier temps, sensibiliser l'écosystème de l'emploi sur toute la région, que ce soit les entreprises ou les partenaires, parce que quand on rend visible finalement les difficultés, quand on les matérialise, c'est plus facile de s'en rendre compte. Donc l'idée d'Indispensable, dans un premier temps, c'était vraiment ça, une sensibilisation plutôt à grande échelle des entreprises et des partenaires, pour qu'ensuite, en fait, les collaborateurs, les managers, les équipes RH puissent accompagner au mieux, de la meilleure des manières, les personnes qui en ont besoin dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le monde de l'entreprise aux personnes plutôt qui ont des problèmes de troubles neurodéveloppementaux et donc les personnes 10. Et aujourd'hui, on est parti sur un accompagnement plus large avec nos ressources. On s'est rendu compte, comme Christelle a pu l'expliquer, que ces modes de pensée différenciants
qui sont un peu le dénominateur commun des personnes neuroatypiques. C'est une vraie force pour l'entreprise. Et on s'est rendu compte que les pratiques qu'on avait avec les personnes 10, elles étaient également transposables sur toutes les personnes neuroatypiques. Donc aujourd'hui, on n'accompagne plus seulement des personnes 10, mais on accompagne également des personnes qui peuvent être HPI, des personnes qui sont TSA, des personnes qui ont forcément une multitude de troubles. Et donc ça, c'est vraiment l'idée du dispositif. On n'accompagne pas seulement des alternants, on le fait assez régulièrement. En fait, on est vraiment là pour accompagner lorsqu'il y a une difficulté. Donc, ce qui est intéressant aussi avec notre dispositif, c'est qu'on est également sur du déclaratif. Donc, on ne s'arrête pas seulement à une RQTH. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont neurodivergents, qui n'ont pas forcément de diagnostic et que les diagnostics ne sont pas établis. C'est pas forcément toujours très simple comme parcours d'avoir un diagnostic. Donc, en fait, on arrive à ce moment-là, on part vraiment de la difficulté, on se dit qu'il y a une difficulté. L'idée, c'est de la résoudre. Comment on peut la résoudre? Eh ben, c'est en réfléchissant collectivement aux problématiques des personnes et en faisant ressortir leurs talents. Et ça, c'est une notion sur laquelle je vais un petit peu appuyer. On a toujours, lorsqu'on parle, et moi le premier, je commence par ça, on parle toujours de la difficulté, de la complexité d'arriver dans le monde du travail, d'y rester, de sécuriser son poste. Mais en fait, lorsque la personne est mise dans un bon environnement, lorsqu'elle est dans un bon contexte, elle peut pleinement déployer ses talents. Et ça va bénéficier à tout le monde, au plus grand nombre, que ce soit au niveau des collaborateurs ou de l'entreprise. Donc, c'est très vaste ce que je dis, mais en fait, c'est ça le propos et c'est ça vraiment l'idée d'indispensable et c'est ça l'idée de nos ressources aujourd'hui. Et c'est pour ça que le MEDEF, on a voulu s'inscrire dans cette lignée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas laisser des collaborateurs sur le banc à côté de la professionnalisation et du monde de l'entreprise. Donc, le MEDEF a vocation à aider les entrepreneurs. Et si elle a vocation à aider les entrepreneurs, elle a vocation à aider tous les collaborateurs d'une entreprise. Donc, voilà le propos et vraiment l'idée qu'on avait, nous, en créant ce dispositif au MEDEF Model. Merci beaucoup, Bilal. Je rebondis immédiatement pour interroger Laurence, parce que tout à l'heure, avant qu'on ne commence, elle a dû parler justement de la difficulté parfois de caser des personnes, enfin, des entreprises en recherche d'alternants en situation de handicap avec qui refusaient des alternants sans RQTH. Qu'est-ce que la neurodiversité apporte aux entreprises pour toi, Laurence, et qu'est-ce que tu retrouves? Je voulais simplement dire ça. Comme ça, on a 3000 étudiants, 1500 qui sont dans l'apprentissage, 1500 qui sont dans le. Et sur ces 3000 étudiants, on a plus de 3% d'élèves qui sont en situation de handicap. Mais finalement, peu d'entre eux ont ce sésame qui va ouvrir tout grand les portes aux entreprises dans ce fameux RQTH. Il y en a très peu finalement pour diverses raisons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de grandes entreprises, d'industrie, et ils nous prennent, toutes ces entreprises prennent des alternants, voilà, avec vraiment le souhait d'accueillir des élèves en situation de handicap, etc. Mais qu'est-ce que finalement un élève en situation de handicap, surtout s'il n'a pas sa RQTH? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a d'autres éléments, d'autres documents qui attestent du handicap d'un élève. On a l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et on a, nous, ce qu'on met en place aussi au sein de notre établissement, c'est ce qu'on peut appeler des PAP, des aménagements de scolarité qui sont mis en place par le service de santé étudiant, le service de santé universitaire, c'est pareil. Et voilà, et c'est vrai que beaucoup d'entreprises nous sollicitent de plus en plus avec des services qui se spécialisent de plus en plus, qui sont vraiment formés à l'accueil d'élèves en situation de handicap, avec la vraie volonté d'accompagner ces élèves en situation de handicap. Mais pour autant, là, ce que je m'entendais par des entreprises, c'est qu'elles ne veulent accueillir que des élèves qui ont déjà cette reconnaissance de travailleurs handicapés, ce qui fait que finalement, chez peu de profils, on a peu de profils à proposer. Si l'entreprise s'arrête uniquement à ce document, c'est vrai que c'est un peu dommage pour nos élèves et puis pour les entreprises également.
Alors effectivement, il est vrai que monter un dossier de RQTH, c'est fastidieux et c'est surtout très long, surtout en Île-de-France. Donc ça, je ne le propose plus malheureusement aux élèves que j'accompagne parce que je n'en ai pas la capacité, je n'en ai pas le temps. Mais c'est vrai que quand ils arrivent chez nous avec ce sésame, je dis, alléluia, c'est génial. Ils ont déjà ce document et c'est vraiment facilitant pour intégrer l'entreprise. Donc, je vois beaucoup d'offres, je reviens là-dessus, que je transmets aux élèves qui n'ont pas tous forcément déclaré leur handicap. Donc, je fais simplement 6 offres. Après, ils en emparent ou pas. Et voilà, est-ce qu'il est possible d'ouvrir les femmes aux entreprises, à des élèves qui pourraient avoir l'envie de mettre en place cette RQTH ou qui ont à minima cette OETH, qui est l'équivalent quand même d'une RQTH, voilà, ou qui ont déjà cet aménagement de scolarité. Voilà. Je voulais simplement préciser que 80% de nos élèves en situation de handicap ont un handicap invisible, vous en parliez tout à l'heure, Dylan. Et voilà, avec une grande proportion de ces élèves qui ont des troubles 10, voilà, pour lesquels finalement il y a peu d'aménagements à mettre en place. Voilà ce que je voulais dire. Merci Laurence. Et je vais questionner maintenant. On est partenaire d'une association qui s'appelle les Compañeros, que les entreprises connaissent bien, et on met en place des cordées tous les ans maintenant, la cordée Handi Management, puisque cette année on a maintenant une autre cordée sur l'égalité hommes-femmes, mais ça c'était une première cette année. Mais la cordée Handi Management, c'est-à-dire on forme tous les ans une petite cohorte d'étudiants qui sont déjà en alternance pour la plupart de ceux qui se portent volontaires. C'est très bien. Et en fait, ils sont tous labellisés à l'issue de cette formation. C'est la preuve qu'ils ont le souhait de s'engager dans cette formation et surtout le souhait d'être labellisés. Ce sont autant d'élèves qui sont en alternance ou en temps plein chez nous qui ont le souhait de devenir anti-managers et qui vont trouver leur place au sein d'entreprises. Voilà, et ça, c'est un facteur qui facilite quand même l'intégration de futurs apprentis, de futurs stagiaires en situation de handicap par ces élèves qui ont même qui étaient formés par les compagnies. Voilà ce que je voulais dire. On est la partie prenante. Et alors, vous, Sophie, vous accompagnez souvent des jeunes vers l'alternance. Et à votre avis, qu'est-ce que la neurodiversité apporte aux entreprises? Je sais que votre rôle de conseillère d'orientation, mais aussi de présidente de l'association Aladin, c'est quelque chose qui porte, qui est important pour vous. Alors, on nous entend quoi, Sophie? Ça n'entend toujours pas, je sais pas. On a un petit bug technique. Ah, je n'entends pas, Sophie, malheureusement. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que le micro semble ouvert. Vous nous entendez, nous? Oui, Oui, Christelle, on nous entend. Christelle, oui. Alors, ça doit venir de Sophie. On essaie de régler le problème. Toujours pas, malheureusement, Sophie. Oui, elle part et elle revient. C'est peut-être une bonne idée. Oui, partir et revenir. En attendant, Dylan, est-ce que tu peux nous dire quels sont les apprentissages que tu peux avoir, des expériences, des apprentissages, enfin, des erreurs, des tops et des flops de l'expérience
indispensables devenus une ressource? Alors, je vais pas prendre des cas pratiques, à proprement parler, mais je vais plutôt faire une synthèse de ce qu'on a pu faire. Le maître mot de notre expérience, c'est vraiment, l'individualisation des parcours. Je pense que tous ceux qui accompagnent des personnes neuroatypiques ont pu s'en rendre compte au cours de leur expérience. Il y a pas de formule magique. En fait, il faut être capable de s'adapter au profil, en fonction des profils et surtout en fonction du contexte dans lequel se retrouve le profil, il va falloir adapter les outils. Donc en fonction de la difficulté, ça peut dépendre, mais il y a des éléments qui sont très simples à mettre en place. En fait, Antigone en a parlé, notamment, lorsqu'elle a, fait référence à son enquête. Lorsqu'on parle de casque anti-bruit, lorsqu'on parle, d'aide vocale, lorsqu'on parle de matériel ergonomique, c'est des aménagements qui, finalement, des fois, coûtent, très peu cher à l'entreprise ou bien, même des fois, c'est des aménagements qui sont déjà, sur les ordinateurs des alternants ou des personnes qui sont, collaborateurs de l'entreprise. Et en fait, ça coûte pas grand-chose. Donc, les aménagements, même sans RQTH, finalement, sont pas très compliqués des fois à amener en fonction des difficultés de la personne. Le sujet principal lorsqu'on parle de neurodiversité, je pense que c'est plutôt la méconnaissance et lorsqu'il y a méconnaissance et ben c'est très difficile d'accompagner parce que, bah, tout simplement, le mot veut dire, c'est ce qu'il est, hein, c'est qu'on ne connaît pas, les sujets de difficulté et lorsqu'on ne connaît pas et ben, on ne sait pas comment adapter les outils ou quels outils utiliser pour aider les personnes. Donc moi, si je devais vraiment faire ressortir quelque chose de notre expérience d'accompagnement, c'est vraiment voilà, cette capacité d'adaptation et d'individualisation pardon, qu'il faut avoir en fonction de chaque apprenant et de chaque personne, en fonction de ses difficultés. Heu, L'un des éléments, le plus important lorsqu'on parle de ces handicaps ou de cette notion d'handicap, c'est vraiment sur un handicap, je trouve, situationnel. C'est-à-dire que, je reviens toujours et j'appuie lourdement sur cette notion de contexte, mais une personne qui va être notamment peut-être, dyslexique et qui va être amenée à lire de longs rapports ou, écrire de longs rapports, qui va toujours être confrontée à d'écrit ou de la lecture, elle va se retrouver potentiellement, si sa dyslexie, a une forte intensité, dans une situation d'handicap. Alors que si on la met, face à des outils, peut-être avec un peu plus d'oral, des outils, sur lesquels elle peut utiliser de la dictée vocale et cetera, et ben là, son handicap, son trouble 10, se verra beaucoup moins et lorsque ça se voit beaucoup moins et ben, elle sera plus en phase pour développer des talents. Inversement, si on parle de personnes qui sont dyspraxiques, visuospatiorielles et qui sont amenées à faire beaucoup de choses, peut-être manuellement, et ben si là, on arrive à trouver, un mode d'adaptation, une stratégie pour que la personne soit beaucoup moins en situation de difficulté, et ben, en fait, on ne verra même pas qu'elle est 10 et ça, c'est le sujet, je pense un peu, ou du moins c'est la notion un peu principale lorsqu'on parle, de troubles du neurodéveloppement. C'est vraiment cette capacité à s'adapter à la situation et à du coup, à travailler la problématique précise en fonction, d'un contexte très précis et je donnerai jamais, vraiment, d'outils, boîte à outils magiques parce qu'en fait, faut vraiment être capable de s'adapter, à la demande. Bah, là, en l'occurrence, on parle d'alternants, mais à la demande des apprenants. Un apprenant et une personne qui est neuroatypique, elle connaît très bien ses difficultés, elle y a été confrontée toute sa vie. C'est les premiers à savoir comment s'adapter, c'est des personnes qui sont très résilientes, qui sont pugnazes, qui ont cette vraie capacité d'adaptation qu'ils ont forcément développée. Là, on parle d'expérience de vie, mais c'est presque du bon sens et c'est la qualité première de ces personnes-là et donc en fait, on les écoute. Lorsqu'on les écoute, on sait potentiellement quels outils on peut leur proposer et quand on ne sait pas, les outils qu'on peut leur proposer, eh ben, on va travailler ensemble, collectivement, que ce soit avec l'entreprise, avec, l'alternant, avec les partenaires qui peuvent accompagner et derrière, on va trouver des outils qui vont permettre à l'apprenant de s'adapter à sa situation. Donc, bah, moi, voilà comment je fonctionne, comment on fonctionne au MEDEF. Évidemment, lorsque je sensibilise en entreprise, j'essaye de donner un peu des noms d'outils, de dictée vocale, de choses qui vont être très concrètement utilisées sur le terrain parce que c'est les demandes qu'on me fait. Mais là, d'une manière un peu plus, générique, juste s'adapter, individualiser le parcours, c'est déjà, le b.a-ba de l'accompagnement qu'on peut faire sur des publics, neurodivergents. Ce que je voulais préciser d'ailleurs, c'est que vous accompagnez, enfin avec le dispositif, vous accompagnez des entreprises de toute taille, hein. Ça va de Oui. l'artisan à Ouais, exactement. il y a Michelin qui a été accompagné, C'est enfin ça. Ouais, on a accompagné des gros groupes, hein, tu peux citer, Michelin notamment, d'autres gros groupes. On accompagne, beaucoup plus de petites entreprises, des ETI, des PME et en fait, ça, c'est même le fondement même du MEDEF, hein. Finalement, on a l'idée du MEDEF, qui est surtout, l'accompagnant, des grandes entreprises, mais on accompagne plus de 90 en fait, d'entreprises qui sont des petites entreprises ou des moyennes entreprises au MEDEF. Donc nous, dès qu'on a une demande,
d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Le but, c'est de résoudre la problématique. Donc, on accompagne tout le monde. Et même bien souvent, en fait, on se rend compte que dans les grands groupes, ils sont beaucoup plus staffés. Il y a vraiment toute une équipe RH, des collaborateurs qui sont sensibilisés, des formations en interne. Il y a une vraie, il y a une plus grande connaissance quand même de ces difficultés et notamment du handicap dans les gros groupes. Dans les plus petits groupes, lorsqu'on parle d'entrepreneurs qui sont seuls ou avec très peu de collaborateurs, en fait, l'entrepreneur, il est RH, il est comptable, il est ouvrier, enfin, il fait tout à la fois. Et c'est lorsqu'on est, qu'ils sont dans cette position de difficulté, en fait, qu'ils ont besoin d'un vrai accompagnement. Et c'est là qu'on arrive. Ça ne vous empêche pas de travailler toujours avec des grands groupes, mais en fait, on travaille beaucoup plus avec des petits groupes, des entrepreneurs qui ont besoin d'aide et qui ont besoin qu'on leur explique comment accompagner des personnes en fait, dont ils ne connaissent pas leurs problématiques. Oui, je trouve ça très intéressant. Sophie, est-ce qu'on vous entend? Je pense que oui. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, du Désolée. coup, Sophie, dites-nous, qu'est-ce que la neurodiversité apporte aux entreprises et dans vos accompagnements, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, alors moi, je voulais déjà remercier Antigone parce qu'elle a été, elle, chercher les besoins des personnes. Et en fait, là, on est en train de parler des besoins des personnes et je pense qu'elle a vraiment relaté tout ce qui se passe sur le terrain. Alors moi, donc merci Antigone. Moi, je suis beaucoup sur le terrain et j'ai plusieurs casquettes parce que j'ai été plusieurs années référente handicap dans une grosse société qui s'appelle Dell. Donc en effet, il y avait le but chez Dell, hein, on avait une stratégie inclusive très importante, des communautés, des référents, etc. Quand je suis partie de chez Dell, je me suis dit que je voulais aller plutôt dans les missions locales pour aller justement chercher tous ces jeunes qui sont hors parcours, qui ont envie de recommencer des formations, des alternances, qui sont en rupture. Et le but, en fait, de ma mission, c'est de les remettre déjà, premièrement, de faire un diagnostic 360 sur la santé, sur l'emploi. Mais en fait, ces jeunes-là ne sont pas que des jeunes en situation de handicap. Ce sont des jeunes en recherche d'emploi, en recherche d'alternance. Et moi, en fait, je vais les mettre surtout en avant et aller chercher leur confiance en eux, leur force, ce qui leur donne du sens, parce qu'on sait très bien que ces jeunes qui ont des TND, hein, ce que je remarque, c'est beaucoup de jeunes qui ont des troubles du spectre autistique et troubles de l'attention, avec parfois AHPI, mais ça, c'est le plus, puisque c'est pas un trouble neurodéveloppemental. Et du coup, je fais une grosse action sur les compétences majeures pour leur redonner confiance. Mais ce que j'ai remarqué, c'est le maintien en fait en emploi ou en formation ou en alternance. Si l'entreprise n'est pas sensibilisée, si les managers ne sont pas sensibilisés, ça capote. Même si le jeune, même si le jeune a d'énormes capacités, même si le jeune a énorme de motivation, si en parallèle, on ne fait pas la même chose avec les managers et les entreprises, on peut être sûr que ça marche pas. Et je fais le lien avec moi, je suis présidente aussi de l'association Alada où on accompagne les familles. C'est exactement la même chose. Une famille, quand elle a un enfant ou un adolescent et même un adulte avec un TND, si nous, en tant que professionnels, hein, que ça soit conseiller d'orientation, que ça soit une orthophoniste, etc., travaille avec le jeune, mais si on ne travaille pas avec les parents, ça capote, c'est pareil. En fait, c'est vraiment tout un réseau, un écosystème autour de la personne. Et en entreprise, c'est pareil. Ce qui est intéressant dans mon point de vue et dans la globalité que j'ai, en fait, c'est que j'ai eu ce rapport de l'entreprise, hein. J'ai travaillé 30 ans dans des grosses boîtes aéronautiques, informatiques, RH. Donc, j'ai vraiment cette casquette entreprise, mais maintenant, j'ai une casquette, en fait, où les jeunes ont besoin de rentrer en entreprise. Et c'est de cette manière-là que je vais aussi sensibiliser les entreprises, accompagner les jeunes, voilà, et pouvoir rassurer le jeune et rassurer l'entreprise. Donc, mais un gros travail de force et de compétences sur les jeunes. Laurence, qu'est-ce que tu rencontres, enfin, qu'est-ce que tu constates, toi? Qu'est-ce qui fonctionne quand tu envoies des alternants dans les entreprises et qu'est-ce qui fonctionne à l'école? Et l'alternant qui est en situation de handicap, il faut qu'il soit et accompagné
y compris dans son entreprise, et accompagné, y compris à l'école. Et c'est vrai que on essaie de mettre en place des choses aussi bien avec l'équipe pédagogique que la scolarité et bien moi, la référence handicap. Et tout ce petit monde accompagne l'étudiant de façon plus ou moins étroite et ça fonctionne. Mais laisser un étudiant en situation de handicap qui nous aura fait confiance et à l'entreprise et à nous en évoquant une situation personnelle qui peut être compliquée. Et si on ne lui accorde pas plus d'attention que ça, si on n'est pas service au moment où il en a besoin, ça pose véritablement pas de problème. Donc, il doit se sentir soutenu et chez nous, à l'école, et dans son entreprise. Voilà. Mais c'est vrai qu'on parle d'inclusion et de diversité depuis tout à l'heure. Et c'est vrai que tout ce petit monde qui s'interpénètre, en fait, crée voilà, de la richesse pour tout le monde. C'est ça qui est important. Je ne dis pas que nous n'avons que des réussites, ce n'est pas vrai. Mais globalement, ça se passe bien. Voilà. Je pense notamment à un élève que j'accompagne depuis 3 ans, qui est en 5e année, pour qui on a mis en place quand même des aménagements qui ne sont pas très, très nombreux. Il y a beaucoup de compréhension de la part de l'équipe pédagogique, des professeurs, et on a parfois adapté certaines évaluations pour lui. Et oui, que je mets des suivis personnalisés pour certains élèves et lui, il en bénéficie. Et c'est un élève qui a des troubles de la sphère autistique, entre autres choses. Et voilà, tout le monde a compris comment il fonctionne. Tout le monde a compris qu'il fallait qu'on lui prête de l'attention. Il a bien compris qu'on était très intéressés par lui. C'est un garçon qui est charmant et il va être diplômé de la même façon que les autres élèves qui sont dans sa promotion. C'est vrai qu'il y a eu quelques petites adaptations, mais rien d'important quand même. Donc, voilà, c'est un élève qui a toute légitimité à être chez nous et qui aura le même diplôme à la sortie que les élèves qui sont dans sa promotion. Voilà. Merci. Estelle, toi, qu'est-ce qui se passe en entreprise? Qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien par rapport à l'apprentissage quand tu reçois des alternants? Ah, ben, il y a des choses qui se passent très bien, d'autres un peu moins bien, et on essaie de chercher l'équilibre tout le temps, hein. Alors, il y a plein de choses que j'aurais moi dites aussi, qu'on dit Dylan, Sophie, et j'ai oublié le prénom de ta de voilà. Moi, je pense qu'une chose importante pour ces personnes-là, et c'est ce qui finalement est le plus difficile à avoir en entreprise, hein, c'est l'importance de prendre le temps. Le temps de comprendre vraiment le fonctionnement réel de la personne, et pas seulement parce qu'il est autiste ou parce qu'il a un trouble 10, voilà. C'est vraiment comprendre son fonctionnement. Ça, je pense que c'est primordial, et pour l'avoir vécu, hein, quand on a le temps d'accompagner avant même les premiers entretiens, hein. Moi, je travaille beaucoup en amont avec des réseaux comme à Toulouse. On a quand même la grande chance à l'Université de Toulouse d'avoir un dispositif qui s'appelle APIPECH et qui accompagne les étudiants en situation de handicap vers l'insertion professionnelle. On a aussi, mais ça un peu partout en France, Atipi Friendly, hein, qui aussi accompagne clairement ces types de personnes et de singularités. Donc, voilà, on essaie de travailler de pair pour ces jeunes-là. Et puis, bah, du coup, on essaie d'avoir au plus tôt la possibilité de les accompagner, de les préparer. Et ça fait partie du travail des référents handicap dans les entreprises, hein, d'aller vraiment au plus loin, plus en amont, pour essayer de commencer l'accompagnement, parce que tout se joue là, en fait, hein. Parce que derrière, il va falloir travailler avec l'environnement, hein, pas seulement avec la personne. Il va falloir faire le diagnostic situationnel, hein, du coup, quel est le vrai besoin, les consignes, l'organisation de l'équipe,
Est-ce qu'il y a du stress potentiellement qu'il va falloir accompagner en plus? Enfin, voilà. Et puis surtout, et vous l'avez tous dit, hein, la première chose à faire, c'est sensibiliser des équipes, le management, le RH. Ça part de ça. Si on s'empare pas, si l'environnement ne s'empare pas du sujet, clairement, c'est voué à malheureusement, c'est voué à l'échec, ou alors on rame énormément en interne pour rattraper les choses, et c'est pas forcément l'idéal. Alors que finalement, quand on prend un peu de temps, pour bien préparer l'arrivée, ça se passe de façon, enfin, assez fluide, hein, j'ai envie de dire. Et puis un autre levier, hein, c'est vraiment, important pour nous, référents handicap en entreprise, c'est de travailler avec nos confrères et nos consoeurs dans les universités. Rien de mieux que voilà, de travailler de concert pour accompagner, voilà, dans les universités, les écoles, on les accompagne, en termes pédagogiques, et on peut très bien, voilà, se servir aussi des accompagnements qui sont mis en place à l'école pour les mettre, ou en tout cas les concilier avec le travail en entreprise. Donc je pense que, enfin voilà, c'est travailler de concert pour qu'effectivement ce trinôme puisse fonctionner, voilà. Et après bien sûr, hein, on a besoin de tuteurs. Il faut absolument, nommer un tuteur, hein, d'insertion, et même j'ai envie de vous dire, pendant tout l'apprentissage, c'est important, hein, pour pouvoir veiller à ce que les consignes soient bien comprises, à faire des alors nous, c'est ce qu'on fait, hein, on met en place des réunions, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et voilà, on met tout un système en place pour qu'effectivement, on puisse sécuriser au mieux, les parcours. Et ensuite, ben, dans les choses, des erreurs que moi j'ai faites, hein, puisque ça fait quand même 10 ans que j'accompagne ces profils-là, plus particulièrement, c'est, déjà j'ai voulu aller trop vite au début, clairement. J'ai cru que, et puis finalement, j'ai dit: «Bah, non, non», hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'importance de prendre du temps, c'est finalement, savoir, entre guillemets, «perdre du temps» pour en gagner en suivant pour tout le monde. Donc c'est un petit peu cet équilibre qu'il faut arriver à trouver. Puis après, dans les choses que les erreurs que j'ai faites, ça a été de présumer qu'un tuteur, il était prêt, alors qu'il maîtrisait pas du tout le sujet. Donc vraiment avoir, un petit focus sur la formation du tuteur. Pas forcément, de l'équipe, hein, mais vraiment aller, enfin, et pour l'équipe, bien sûr qu'il faut la faire, mais là, aller lui donner plus d'informations, vraiment, adaptées à la situation de l'alternant qui va tutorer. Ça, je pense que c'est important. Et puis, une autre erreur, mais je pense que tout le monde a dû faire un jour, c'est penser que tout le monde sait communiquer clairement, en fait, alors que pas du tout. Donc effectivement, hein, pour avoir des consignes claires, pour être, enfin voilà, pour être plus clair dans sa communication, faut s'assurer que les gens, sachent le faire, et leur donner finalement les clés d'une communication réussie avec ces personnes-là. Voilà, donc du coup, voilà ce que j'aurais à dire sur, voilà, les apprentissages, mais surtout, les petites erreurs que que j'ai faites. Mais j'ai Tu nous fais une parfaite transition justement sur, comment on forme les tuteurs et les équipes à l'accueil d'alternants neuroatypiques. Sophie, est-ce que vous avez, vous, une démarche par le biais de l'association ou une démarche par le biais de votre rôle de conseillère d'orientation sur le sujet? Alors oui, donc nous, on a créé des ateliers immersifs où en fait, et c'est vraiment, ce qu'il y a de plus, impactant, c'est-à-dire qu'on met les futurs professionnels ou les professionnels ou les employeurs, selon qui on a en face de nous, dans la peau en fait, d'une personne avec un trouble du spectre autistique ou d'un 10 ou d'un TDAH. Et en fait, généralement, c'est beaucoup plus, parlant que de la théorie. Par exemple, un manager n'a pas spécialement besoin de tout comprendre sur un TDAH. Il a besoin de savoir et de se rendre compte de ses difficultés, mais surtout, ce qui va se passer, par exemple, le lundi matin, comment je vais faire avec ce jeune, qu'est-ce qui va s enfin voilà, quelles consignes je vais devoir lui donner? Quelles sont, en fait, quelle est sa ligne de route pour qu'il puisse, être bien, et faire ses actions, claires pendant tout son apprentissage. Voilà, c'est surtout, voilà, des ateliers immersifs. On a aussi, par exemple, notamment, chez Dell, on a créé
des référents dans chaque service, où chaque service a été sensibilisé, soit avec des ateliers immersifs, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a Je pense qu'il est important, c'est aussi de créer des communautés, en fait, au sein des entreprises. Plus les personnes, qui sont neuroatypiques vont se sentir en communauté. On est tous pareils, hein, tout le monde aime les communautés. Enfin voilà, se sentir en groupe et j'ai vu la différence à partir du moment où on a créé, en fait, ces fameuses communautés au sein de la soc de chez Dell. Les gens ont osé dire qu'ils avaient un TDAH ou un trouble 10, osé dire, «J'ai pris cette méthode, mais comment je fais pour en avoir une?» Voilà, ça a vraiment été une démarche de sécurité pour les jeunes et les moins jeunes aussi qui sont dans cette situation-là. En fait, Christelle, je crois qu'il pardon, Sophie, je vous je écoute. crois que vraiment, en fait, plus on sécurise, plus on sensibilise et plus on adapte. Mais en fait, comme disait Christelle, l'adaptation, des fois, elle est minime et ça fait, on met en avant des compétences qui sont juste exceptionnelles avec juste, peut-être des petites marionnettes sur un bureau, un casque enfin, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est des fois, c'est rien, mais ça fait toute la différence. Christelle, je crois qu'il y a une communauté chez Capgemini. Oui, oui, effectivement, il y a une communauté, heu et je pense que dans tous les grands groupes maintenant, on essaie de les mettre en place et ça prend, comme ça doit prendre, hein, Après c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir une mission handicap et donc pour ceux qui ont une RQTH, il y a aussi ce regard, on va dire, plus adapté à leur situation. Mais, oui, oui, il y a tout un programme qui justement est tout récent, hein, c'est un peu comme aujourd'hui avec la sortie du guide, interministériel, c'est vrai que bon, beh, c'est chouette aussi que ça sorte aujourd'hui, à la veille de la journée de l'autisme, hein, alors moi, modestement, j'ai contribué, mais comme peut-être, certains autres dans l'assemblée, où on voit quand même que le sujet commence à être, pris, enfin, on en parle, on sait qu'il y a encore, bah, des freins, des choses à améliorer, accompagner, mais tout ça, enfin, voilà, ça participe de la prise en compte de chacun de cette diversité-là qu'il faut accueillir dans nos vies, en fait, hein, quelle qu'elle soit, au travail, en dehors du boulot. Bon et puis je le dis, encore plus que je suis maman d'une jeune fille, qui est dyslexique donc moi, en tant que maman, ça m'encourage et ça me donne encore plus de force pour continuer à travailler ce sujet-là. Après, ben, tout ce qui est sensibilisation, sur les équipes, les tuteurs et tout ça, nous, on a la grande chance de pouvoir, utiliser des personnes, beh, comme la personne qui est là, hein, qui s'appelle Cécile Perret, mais d'autres, hein, comme la société, Astypique et qui, dans le cadre du job coaching et de l'accompagnement des personnes, qu'on intègre chez nous, bah, vont sensibiliser les équipes, enfin vont nous aider à les sensibiliser, à, former les tuteurs pour sécuriser un petit peu, tous les parcours. Alors c'est vrai que les sensibilisations, on essaie de les faire en petits groupes, pour que la parole soit libérée. La personne concernée, elle vient ou elle vient pas, c'est à sa main et c'est OK avec ça. Voilà, du coup, avec le job coaching, c'est vrai que ça nous aide beaucoup pour la mise en place d'outils qui soient vraiment, adaptés aux besoins qui ont été identifiés sur les difficultés de la personne. Voilà, on a une approche très individualisée, comme disait Dylan, hein, il faut vraiment individualiser les parcours, un accompagnement régulier, hein, moi, Mission Handicap et puis, mes collègues et consoeurs, des missions handicap, je pense qu'on fait la même chose, hein, sur ces situations qu'on appelle, nous, un petit peu situations complexes, même si elles ne le sont pas. Mais dans une entreprise, il faut toujours avoir ce regard, à la fois bienveillant et un regard, clair sur, la situation pour s'assurer que tout fonctionne. Parce que c'est un peu comme l'élé sur le feu, hein, un petit changement de projet, un interlocuteur, un manager qui change et puis alors, patatras, tout peut tomber en l'espace d'une journée. Donc c'est vrai que, voilà, on instaure le fameux cercle de confiance auprès de ces personnes-là. On est identifié. Moi, j'accompagne à l'heure actuelle, j'ai, 5 ou 6 personnes qui sont, autistes, bon, ben, ils savent que je fais partie de leur cercle de confiance et s'il y a besoin, me contacter et j'interviens, rapidement aussi.
Mais tout ça, c'est pas possible dans d'autres entreprises, et surtout dans les petites entreprises où là, c'est souvent une découverte du sujet et c'est clairement, plus compliqué, hein. Mais c'est vrai qu'après, quand on a fait ces sensibilisations, il y a pas d'outils, sophistiqués, en fait, pour accompagner, je pense que c'est, une histoire de bon sens, j'ai envie de dire. C'est souvent ce que je rappelle aux managers, c'est du bon sens. Ce Mmh. qui va pas être clair pour toi ou à peu près clair pour toi, mais pas tout à fait, dis-toi que pour lui, c'est pas clair du tout, quoi. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on arrive à intégrer, ces profils en montrant que finalement, il suffit de peu de choses. Alors certains ont besoin de plus de choses et c'est pour ça qu'on met aussi, les job coaching en place. C'est pour s'assurer, au fil de l'eau que tout fonctionne. Mais il y en a certains pour qui effectivement, c'est moins vrai et effectivement, quand on met, un logiciel pour un 10 et puis qu'on dit: «Bah, finalement les fautes d'orthographe, c'est pas très grave, on va te mettre un relecteur, en place pour les mails qui vont partir chez les clients, mais nous en interne, bah, si tu fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave». Ça coûte rien et ça libère tellement. Voilà. Et toi, Laurence, ça se passe comment, des sensibilisations auprès des enseignants et auprès des tuteurs, en entreprise? Est-ce qu'il y a un rôle de l'école en règle générale là-dessus? Est-ce que Tout à fait. Alors moi, je suis arrivée il y a 5 ans dans cette école ici à Paris et depuis que je suis arrivée, j'ai créé là, des ateliers, des conférences débats qui s'appellent «Sensibilisation au handicap». Donc c'est une association qui vient dans notre école maintenant et qui sensibilise les étudiants, en début d'année, quoi. Elle vient en septembre, octobre, cette association. On fait 3-4 filles parce qu'il faut que ça reste quand même raisonnable. On peut pas mettre une personne, même filles pour sensibilisation. Donc on met 200, 250 personnes ensemble, c'est déjà beaucoup. C'est peut-être trop, mais en tout cas, aujourd'hui, ce format fonctionne quand même très, très bien. Et c'est une formation qui dure environ 1 heure et quart et qui est prise en charge par des entreprises. Dès lors que il y a 2 entreprises qui viennent témoigner, cette information devient gratuite. Donc, bah, j'en profite, j'en ai si j'en abuse tous les ans maintenant. Et donc, je veux dire que voilà, on a depuis 3 ans qu'on fait ça. On a 1000 étudiants qui sont formés. Alors, pour ceux qui restent chez nous, qui sont formés la première année de leur arrivée, eh bien, ils n'ont pas besoin de l'être en 12e, ni en 3e, 4e, 5e année. Et donc, voilà, on a, au fil du temps, finalement, tous les étudiants, normalement, auront été sensibilisés au handicap. Mmh. Et ça, c'est une très bonne chose et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interactions entre la formatrice et les étudiants et contre toute attente, on est très impressionné par les réponses qui sont faites, qui sont extrêmement pertinentes, parfois documentées sur le handicap. Et puis donc, bon, voilà, en septembre, on recommence, on prend les mêmes formatrices et on recommence avec des entreprises qui nous suivent dans cette information auprès des élèves et qui viennent témoigner de ce qu'elles mettent en place au sein de leur propre entreprise. Donc, ce sont des entreprises qui sont structurées hein, et qui mettent en place des pôles handicap. Enfin, ça porte des noms différents. Voilà, c'est des humains qui sont encore aux manettes de ce type de service et qui prennent en considération voilà, ces élèves qu'elles vont accueillir en stage ou en apprentissage. Voilà. Ce que j'ai fait également, donc quand je mets ces, ces, ces conférences débats en place, les élèves ont l'obligation de venir à ces amphis, mais j'invite tous les collaborateurs qui souhaitent être sensibilisés au handicap à se joindre à ces amphis. Et je dirais qu'il y a quand même une petite partie de ce... on est 230 administratifs et enseignants-chercheurs. Et il y a quand même une partie tous les ans de ce staff qui vient pour apprendre
Et à chaque fois, le retour est le même. Et on me dit, waouh, j'ai appris plein de choses. Je ne savais pas ci, je ne savais pas ça. Et donc, ça me fait plaisir d'entendre ça. Sinon, l'année dernière, on a mis en place avec Cécile un escape game où là, on a 24 personnes du staff. Il y avait des assistants de scolarité, des gens de la direction. Il y avait également des enseignants-chercheurs, des enseignants. Donc, il y a vraiment une palette représentative de notre école qui est venue. Donc, 24 inscrits et 24 participants, sachant que j'étais très fière de moi. Et Cécile a emmené tout ce petit monde d'atelier en atelier et tout le monde a appris beaucoup. Et on a retiré peut-être plus ou moins de choses. Bon, peut-être qu'il y a des piqûres de rappel qui seraient intéressantes, peut-être même nécessaires à voir. Mais voilà, j'étais très contente. Tous les retours étaient extrêmement positifs. Et c'est surtout que, voilà, tous ces 24 personnes ont voté qu'il y a 18 heures. Qu'elle s'ignorait totalement. Et c'est vrai que là, pour le coup, la volonté, il n'est pas dans le conflit. Moi, j'avais fait cette expliqué, mais ici, là, dans cette nouvelle salle. Et quand je suis ressortie, je me suis dit, je veux faire la même chose chez moi, dans l'école, parce que on a tous les mains dans le cambouis et, enfin, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est le cas, en fait. Et c'est très, très positif. Et chacun repart avec une vision des troubles 10, tout ce qui était DA, TDAH, dyslexie, orthographie, etc. Là, vraiment, c'est hyper concret. Nous encourage vraiment tout le monde à faire cette escape game. C'est super. Voilà ce qu'on fait dans notre école. Après, il y a d'autres choses, effectivement, qui sont qui peuvent être organisées par d'autres collaborateurs, puisqu'on a la chance d'avoir un service des sports chez nous qui organise la semaine, des semaines paralympiques, etc. Et donc là, on recommence là, dans quelques semaines. Il y aura un gros événement et les élèves sont vraiment preneurs de ce type d'événement. Et ça, c'est extrêmement porteur, c'est très positif. Et voilà, c'est se dire, je peux faire du sport avec une personne qui est en situation de handicap. Je peux faire finalement plein de choses que je n'avais pas envisagé de faire avant de participer à un atelier. Ça, c'est vraiment bien. Alors, comme l'heure tourne, je vais m'adresser à Dylan en lui demandant comment tu fais pour sensibiliser, parce que là, on a entendu parler de sensibilisation finalement dans des grosses entreprises. Comment tu fais pour sensibiliser quand tu vas dans les petites entreprises, là, chez les artisans? Et quels conseils tu donnerais à une entreprise qui démarre sur le sujet? Eh ben, écoute, pour sensibiliser dans les plus petites entreprises, je suis pas tout seul. Je suis accompagné par Annick et Benjamin, c'est des ingénieurs en pédagogie. La plupart du temps, dès que c'est vraiment une entreprise, donc c'est plutôt moi qui me rend sur place. L'idée, c'est vraiment de dégrossir un petit peu, hein. On aborde pas de manière superficielle, mais un peu en surface au début, pour parler notamment de ce que sont les troubles 10 dans un premier temps. On a tous entendu parler des dyslexiques, souvent, on connaît un petit peu tous cette notion de dyslexique. Mais on ne sait pas vraiment, en fait, quelles sont les problématiques d'une personne dyslexique. Et donc ensuite, j'en profite pour un peu dérouler sur tous les troubles du neurodéveloppement. Et je prends un peu le spectre après un peu plus large des personnes neuroatypiques et neurodivergentes. Et l'idée, moi, du moins l'idée que je m'en fais lorsque je fais une sensibilisation, c'est de mettre en pratique et de mettre en mouvement tout le monde. Donc, on a élaboré, notamment à l'époque avec Laurence qui m'accompagnait sur le sujet, on a élaboré des petits jeux et on essaye d'avoir vraiment des activités qu'on pourrait appeler ludopédagogiques, c'est-à-dire qu'on met vraiment les personnes en position de difficulté en fonction de la situation et lorsqu'elles sont en situation de difficulté et qu'elles se mettent à la place des personnes qui peuvent être apprenantes, donc des personnes plutôt multidis sur le sujet, et ben en fait elles se rendent compte pourquoi elles sont en situation de difficulté et quelles sont les adaptations qu'il faut mettre en place dans l'entreprise. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments. Ensuite, on s'appuie toujours évidemment un peu sur de la recherche scientifique, sur ce qui fait le propos aujourd'hui sur les troubles du neurodéveloppement. On essaye de faire en sorte que ça soit pas trop descendant, donc ça reste toujours un petit peu succinct à ce niveau-là. Donc voilà comment on fonctionne globalement
avec les entreprises. Et j'ai oublié ta deuxième question, Cécile, si tu peux me la rappeler. Quel conseil tu donnerais à une entreprise qui se dirait, bon, bah, allez, j'ai envie d'essayer, je vais prendre un alternant qui a des troubles de redéveloppement. Ouais, et ben, le conseil, il est simple. En fait, c'est une vraie richesse de réflexion qu'on apporte dans une entreprise. À partir du moment où on ouvre un petit peu le champ des possibles, on désenclave un petit peu les modes de pensée. Lorsqu'on s'appuie sur des personnes qui ont des modes de pensée différenciants, et ben, on va potentiellement arriver à sortir des cadres et à trouver des nouvelles solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. Et je ne vais pas m'amuser forcément à citer les grands penseurs qui sont neurodivergents, mais il y a beaucoup de grandes personnes, de grands intellectuels qui ont façonné le monde dans lequel on vit et qui sont neuroatypiques. Et elles l'ont façonné de cette manière parce que justement, elles sont arrivées à sortir des cadres et des cloisons qu'on avait l'habitude d'avoir. Elles les ont abattues. Elles sont arrivées à avoir des idées qui sont complètement innovantes et qui étaient peut-être totalement impensables jusqu'à une certaine époque. Donc, en fait, lorsqu'on accueille des personnes qui sont neuroatypiques, qu'on a cette envie d'individualiser le parcours, on va se permettre en fait tout simplement de nourrir un collectif, de nourrir nos modes de pensée et de faire évoluer l'entreprise. Je le pense sincèrement parce que c'est des personnes qui ont des talents et qui ont la capacité à résoudre des problèmes que potentiellement d'autres n'ont pas. Merci Dylan. On en Ouais. profite pour faire un coucou à Laurence Gattini, Ouais. voilà, qui est aussi très engagée dans le projet et qui peut pas être là avec nous ce Exactement. soir. Je passe à Sophie. Pour vous, quel serait le premier conseil, enfin, quels seraient les conseils que vous donneriez à une entreprise qui veut s'engager dans cette démarche d'accueillir des jeunes avec des troubles du neurodéveloppement? Alors moi, je préconise d'essayer au moins sur un jeune et de bien l'accompagner. Si on prend un jeune, qu'on l'accompagne bien, qu'on se rend compte que tout se passe bien, d'enlever les préjugés, d'enlever les peurs, de sensibiliser, et ben, on peut prendre un deuxième et un troisième. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que c'est 20% de la population, 20% de la population qui, il y a plusieurs années, qui n'était pas du tout pris en charge, qu'on commence à prendre en charge de plus en plus. Ça, j'en suis vraiment extrêmement contente. Il y a encore beaucoup de choses à faire, évidemment, mais 20% de la population sur une population française, c'est énorme. Donc, il y a énormément de jeunes, énormément d'entreprises qui peuvent embaucher tous ces jeunes, mais le conseil, on commence par un et on se rend compte que bah, ça va bien se passer. Et Et d'être ouais. Est-ce que Sophie, on pouvait nous parler de l'événement qu'il va y avoir à Montpellier le 2 et 3 octobre? Oui, 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 avec plaisir. Alors, nous, on est parents d'enfants neuroatypiques. On a créé une association pour les familles, les adultes, les jeunes. Et on s'est rendu compte que bah, ce n'était pas suffisant parce que 20% pour moi, c'est énorme. Et en plus, ces profils-là, moi, je les adore parce qu'en effet, tout ce qu'on a dit pendant toute l'heure, c'est ils sortent, voilà, ils sont sur le détail, ils vont trouver, ils sortent du cadre, ils résolvent les problèmes, etc. Et donc, en fait, on a souhaité créer et on monter le forum qui s'appelle Neurodiv le 2 et 3 octobre 2026 au parc d'exposition de Montpellier. Donc avec mon mari qui, lui, est directeur événementiel, hein, il a l'habitude de monter des gros événements jusqu'à 80 000 personnes. Donc là, on attend entre 2 000 et 3 000 personnes, peut-être plus, parce que vu l'engouement en fait de tout ce qui se passe en ce moment, et c'est normal, parce que 20%, en fait, c'est incroyable. Et le but de ce forum, c'est vraiment réunir tous les acteurs possibles entre les 3 piliers qui nous sont les plus importants, la santé, parce que oui, il y a les troubles neurodéveloppementaux, c'est aussi c'est la santé. L'éducation, avec tous les acteurs autour de l'éducation nationale, tous les acteurs paramédicaux, etc. Mais aussi la prise en charge de l'emploi. Donc 3 leviers importants, santé, éducation, emploi, pour justement faire en fait collaborer, faire du partenariat, fédérer en fait toutes ces personnes qui travaillent beaucoup en silo, et on espère sur le forum travailler tous ensemble et avec de nombreux témoignages. Au sein de ce forum, je suis partie vers les missions locales parce que c'est les jeunes les plus invisibles, et je vais les faire témoigner. Enfin voilà, on va les faire vraiment collaborer à l'intérieur du forum. Le but, c'est vraiment tous être présents ce jour-là pendant 2 jours,
professionnels, familles, tous les écosystèmes pour sortir en fait de l'invisibilité toutes ces familles, tous ces enfants, tous ces jeunes et tous ces adultes qu'on a besoin dans notre société et qui font partie de la société. Donc voilà, j'espère tous vous voir et sur le Cécile, voilà, je sais que vous allez, être présents et évidemment et vous tous, n'hésitez pas, 2 et 3 à Montpellier. C'est une super ville, l'énergie est top. Donc venez nous rencontrer le 2 et 3 au parc d'exposition. Le parc des expositions est pas très loin de la gare. Il y a un aéroport, c'est fantastique. Un accès plein air, tout sera fait, pour nous tous. Laurence, qu'est-ce que tu conseillerais aux entreprises qui veulent s'engager, enfin, qui viennent de la pays à ta porte ou qui ne tapent pas à ta porte pour prendre des élèves, des jeunes alternants avec des trucs de développement? Je les encourage à recruter. Effectivement, peut-être commencer par un apprenti, voilà. Et puis, peut-être qu'après, cet apprenti, avec lequel tout va bien se passer et en entreprise et à l'école, va faire son cursus, à une espèce de tache d'huile au sein de l'entreprise et rencontrer des gens qui vont se dire, mais attends, finalement, c'est vachement chouette d'accueillir quelqu'un qui est différent finalement. Et puisque tout s'est bien passé, allez hop, on continue et pourquoi pas prendre une deuxième, une troisième, une quatrième personne. Je rejoins le discours qui était porté tout à l'heure. Effectivement, voilà, il faut se confronter à la différence et, et, et effectivement mettre de côté des a priori parce qu'on en a tous, quoi qu'il en soit, et aller au-delà des préjugés, des apparences, voilà. Et puis qu'enfin chacun trouve sa place dans le monde du travail, dans la société. Et toi, Christelle, alors, tu as participé, tu as contribué donc au kit de la délégation interministérielle. Capgemini et dans le collectif Objectif Neuroinfusion. Quel conseil tu donnerais à une entreprise qui a envie de faire comme vous? Mais tout a été dit en fait, c'est génial parce qu'on est sur la même longueur d'onde, donc c'est plutôt encourageant pour la suite, hein. Moi, je m'étais noté mon conseil: ne travaillez pas en silo, déjà. Déjà, que l'accompagnement, il doit se construire à minima avec l'étudiant, avec l'établissement, l'université ou l'école et avec l'entreprise, bien sûr. Donc ça, mais ça va tellement de soi normalement et je sais que ça ne se fait pas encore assez. C'est pour ça que je vais insister, hein, c'est super important. Et puis, pour commencer bien, il faut commencer petit. Donc, un tuteur qui est volontaire, hein, c'est ça aussi qui est important. Il faut vraiment que la personne qui va accueillir le jeune dans l'entreprise, il ait envie de l'accueillir. Parce qu'on est tous humains et on n'a pas des facilités, enfin, on n'est pas tous identiques face à la découverte d'une particularité d'une autre personne et donc il faut s'assurer que ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. J'avais un jeune et j'ai cherché l'équipe qui allait pouvoir accueillir ce jeune-là. Je les ai fait se rencontrer. Je me suis servie de la PMSMP pour les faire rencontrer une fois. Il y a d'autres dispositifs, hein, un jour un métier, enfin, il y a plein de choses qui sont faites pour faciliter cette première rencontre, hein, qui est bien en amont de l'alternance finalement ou du stage, hein, parce que ce que je dis pour les alternants, c'est aussi possible pour les stagiaires, hein. Et puis voilà, provoquer la rencontre, ça fait en général, il y a rien de tel, hein, pour que ça finisse d'embarquer, on va dire, un manager qui a envie de le tenter, un tuteur bienveillant. Donc voilà, c'est commencer, commencer petit, mais du coup, ça nous fait commencer bien et ça, c'est chouette, hein. Puis partez, voilà, des besoins réels de la personne, et de son contexte aussi, hein. C'est un aménagement, il ne doit pas être théorique, hein, il doit être utile, hein. C'est ce que je dis souvent, à tout le monde, hein. Et donc en partant de ce mindset-là, on arrive à faire des choses.
Puis, voilà et puis pas rester seul, hein, bien sûr, se faire accompagner. Je rappelle que, il y a des aides AGEFIP, hein, pour les employeurs, hein, il y a une aide, à l'intégration, hein, pour les alternants qui peut être sollicitée en amont ou quand l'alternant est arrivé. Donc, faut vraiment, se renseigner. La GEFIP a un site qui est vraiment chouette, hein, quand on n'a pas d'accord, agréé. Quand on a un accord agréé, les choses sont beaucoup plus simples, tout de suite. Moi, je l'ai perdu, à la fin de l'année et je suis triste, mais on fait avec, d'autres leviers et la GEFIP est quand même assez réactive sur ces sujets-là. Donc faut pas hésiter à les contacter. Ils sont vraiment chouettes, hein. Vous avez des Cap emploi et puis vous avez aussi, bah, les référents handicap, dans les écoles. Et puis, bah, pour finir, moi, j'aime bien toujours donner une petite, phrase, choc. Donc j'en ai concocté une pour vous. La neurodiversité, ce n'est pas une exception à gérer, c'est une richesse à organiser. Les difficultés viennent rarement de la personne, elles viennent du système tout autour. Voilà comment je finirai, mon intervention ce soir. Ouais. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Merci à tous les quatre pour votre intervention. Je crois qu'Antigone doit partir, mais je vais profiter de l'événement pour dire qu'Antigone, elle est à la recherche d'alternance en master je cherche dans les domaines RSE ou de conduite du changement. Voilà. Donc, si jamais vous souhaitez embaucher une jeune très autonome, très investie, n'hésitez pas, contactez-nous et on vous mettra en lien avec Antigone. Voilà, un immense merci à tous, un immense merci aux participants. On a largement dépassé le temps, donc on ne va pas prendre de questions-réponses ce soir. Et bonne soirée à tous et puis à très bientôt. De toute façon, à Montpellier, le 2 et 3 octobre pour le forum. Voilà. Moi, je veux bien les infos, hein. Au revoir, Au revoir. Au revoir, merci Au revoir, beaucoup. merci à tous. Bonne soirée.